Bonsoir et bienvenue dans cette édition live spéciale sur Euronews depuis le Parlement européen à Bruxelles. Un nouveau point sur la course à la présidence de la Commission européenne. Qui prendra la place de Jean-Claude Juncker? 6 candidats, vos questions, une série d'émissions uniques, c'est Raw Questions. Nous sommes là pour elle ce soir. Souhaitons la bienvenue à la candidate du Parti de la gauche européenne, Violeta Tomic. Bonsoir, enchantée. Bonsoir au public. Je vous en prie, asseyez-vous. Bonsoir. Bienvenue dans cette émission. Vous êtes un nouveau visage, pourrait-on dire. Avez-vous mené un combat difficile pour en arriver là? Oui, c'était dur. Mais je suis habituée aux caméras et aux studios télé, donc c'est un peu plus facile pour moi. Il va falloir qu'on se fasse une idée de qui vous êtes et d'où vous venez. Nous avons reçu beaucoup de questions pour vous de la part du public. Nous allons vous les poser tout au long de l'émission. Mais avant cela, je vous propose d'en apprendre un peu plus sur Violeta Tomic. Qui est Violeta Tomic? Elle est une outsider décomplexée qui veut que l'Europe mette le cap à gauche. Elle a grandi dans l'ancienne fédération yougoslave. La politique n'était pas son premier domaine de prédilection, c'était la scène. Elle a étudié la comédie à l'université de Ljubljana et s'est produite au théâtre de la ville avant d'apparaître au petit écran. La Slovénie est devenue un État indépendant en 1991 et a rejoint l'Union européenne en 2004. 10 ans plus tard, Violeta Tomic est entrée en politique en étant élue députée au Parlement slovène. En 2018, elle a rejoint à Strasbourg le Conseil de l'Europe pour y défendre les droits des homosexuels. Aujourd'hui, elle espère quitter Ljubljana et Strasbourg pour Bruxelles, où elle veut que l'Union européenne favorise une alternative au capitalisme en augmentant les impôts. Elle réclame l'abandon des armes nucléaires au niveau mondial. Au sein des institutions, elle entend accroître le pouvoir du Parlement européen et permettre aux régions d'Europe d'avoir davantage leur mot à dire sur les décisions prises de manière centralisée. Sa conception de la politique pourrait être trop à gauche pour Bruxelles. Cette ancienne actrice espère malgré tout occuper le devant de la scène dans cette campagne pour le poste de président de la Commission. Ce n'est pas courant de voir un acteur entrer en politique. Le fait d'être actrice, est-ce que ça fait de vous une meilleure responsable politique? Parfois, les gens disent que la politique, c'est jouer la comédie. Je ne suis pas d'accord avec ça. Jouer la comédie, c'est un art très sérieux. Mais c'est vrai, parfois, les politiciens jouent un rôle. Quand j'ai commencé la politique, un collègue m'a dit que je ne survivrais pas, parce que je dis toujours ce que je pense. Ok, passons à notre première question du public. Elle vous est posée par Samy Chauvet de l'Université libre de Bruxelles. Samy, quelle est votre question? Premièrement, que proposez-vous pour lutter contre l'évasion fiscale? Et deuxièmement, que prévoyez-vous pour instaurer un salaire minimum européen? Il faut stopper immédiatement l'évasion fiscale si l'on veut avoir un État social et de la justice sociale. On ne peut pas accepter que des milliards et des milliards d'euros gagnés par des entreprises en Italie, Slovénie ou en Pologne partent vers des paradis fiscaux. On a besoin de cet argent. Donc évidemment, les paradis fiscaux devraient être abolis. Passons à la deuxième question de Samy, le salaire minimum. Qu'allez-vous faire pour l'instaurer à l'échelle de l'Union européenne? En Slovénie, l'une de nos premières actions a consisté à augmenter le salaire minimum. Et on estime que ce serait une bonne chose que dans tous les pays européens, on tienne compte des dépenses minimales. Combien il faut au minimum à une famille ou à un individu pour ses dépenses courantes? Le salaire minimum doit être supérieur de 20% à ce coût minimum. Parce que c'est inacceptable que des gens qui travaillent 8 heures par jour et 40 heures par semaine ne puissent pas vivre de leur salaire.
Mais le problème ici, au-delà de la question du salaire minimum, c'est que des gens, en particulier dans l'Est de l'Europe, continueront de venir s'installer dans l'Ouest de l'Europe, où les salaires sont beaucoup plus élevés. Le nombre d'émigrés quittant des pays comme la Pologne, la Roumanie et la Hongrie est très élevé à cause de ces inégalités salariales. Ce que vous proposez n'y changera rien. Mais si, parce que cela empêchera que cette compétition entre les pays prenne la forme d'un dumping social, puisque tout le monde devrait pouvoir vivre du salaire gagné sur son lieu de vie. Ok, poursuivons avec une question vidéo qui vous est posée par Silja en Finlande. Regardez. Qu'allez-vous faire pour qu'on prenne des mesures urgentes en Europe pour atténuer le changement climatique? Et deuxièmement, comment allez-vous obtenir un engagement commun au sein de l'Union pour atteindre totalement les objectifs de développement durable de l'ONU? Une question donc sur le changement climatique. Qu'allez-vous faire dans ce domaine? C'est une réalité. Notre maison, notre planète est en train de s'effondrer, c'est certain. Donc on doit prendre des mesures urgentes. Or, c'est une mission tout simplement impossible avec le système que nous avons en place, notre capitalisme néolibéral. Parce qu'il a comme unique but la croissance sans limite, la concurrence. Et il n'a que faire des valeurs en lien avec les individus et notre planète. On doit changer de système parce qu'il ne fonctionne pas. Dans le large spectre des partis, des groupes néolibéraux, comme vous les appelez, tout le monde semble se préoccuper de l'environnement et faire des propositions pour lutter contre le changement climatique. Vous n'êtes pas d'accord? Vous pensez qu'ils ne s'en préoccupent pas? Que feriez-vous de différent quand vous parlez de changer le système? Qu'est-ce que ça veut dire? J'aimerais mettre en place un programme dans lequel figure un New Deal vert pour l'Europe, ce qui permettra de créer de nombreux emplois dans le développement durable et les infrastructures et les transports publics verts. Cela va coûter beaucoup d'argent. Nous avons une autre question. Oui, une question transmise via WhatsApp. Elle vous est posée par Ali Riza Kuranel, qui se trouve à Ankara, en Turquie. Il voudrait savoir ce que vous pensez d'une adhésion pleine et entière de la Turquie à l'Union européenne. Une question très intéressante. Quel est votre point de vue? C'est une question difficile. Parce qu'on sait qu'en Turquie, toute l'opposition, ou en tout cas une bonne partie de ses membres, est en prison. Même chose pour les Kurdes. Donc, vu l'importance des atteintes aux droits de l'homme en Turquie, je ne crois pas pouvoir être d'accord avec son adhésion pleine et entière. Mais quel est le problème? Erdogan? Oui, je crois. Si vous devenez présidente de la Commission, comment agirez-vous avec la Turquie et avec Erdogan? Parce que vous aurez à le faire. Oui, bien sûr. Nous parlerons de la liberté des partis qui ne sont pas d'accord avec lui. Parce que c'est la démocratie. Ok. Parlons maintenant des Européens qui sont partis combattre aux côtés de l'État islamique. Selon vous, faudrait-il les ramener en Europe ou les déchoir de leur nationalité? C'est une question vraiment difficile. Parce que le fait qu'aujourd'hui, des gens s'entretuent simplement pour des raisons de différence de couleur de peau et de religion, y compris à l'intérieur des églises, c'est terrible. Je ne sais pas où en est le monde aujourd'hui, mais il y a 10 ans, il n'était pas comme ça. Les frustrations et l'agressivité sont tellement fortes. Mais on doit aussi reconnaître que les forces de l'OTAN ont détruit l'Irak. Et c'était le point de départ de l'islamisme et du radicalisme. Je crois que ce sujet préoccupe vraiment les électeurs parce qu'il s'agit de citoyens européens qui ont quitté l'Europe et qui peuvent revenir en faisant valoir leur nationalité. Doit-on les autoriser à revenir après avoir rejoint une organisation terroriste? Oui, mais ils doivent s'expliquer sur de nombreux points. Et peut-être qu'ils seront mis en prison pour ce qu'ils ont fait. Vous avez une vision tranchée. Vous semblez dire que l'OTAN est en partie responsable de l'essor de l'État islamique. Oui, évidemment.
Les bombardements en Irak étaient fondés sur une supercherie. On nous a dit qu'ils devaient bombarder l'Irak parce que les Irakiens avaient des armes de destruction massive. Et au final, on a vu que ce n'était pas vrai. Donc nous, les Européens, nous sommes aussi responsables, car nous avons contribué aux côtés de l'OTAN à occuper et détruire l'Irak, la Libye, la Syrie, l'Afghanistan. Que faisaient nos troupes sur place? Et ça justifie les actions de l'État islamique? Rien ne justifie ces actions, mais il y a toujours des causes et des conséquences. Si nous menions des politiques en faveur de la paix, alors nous aurions des pays amis dans le monde entier. Nous allons un peu accélérer le rythme, si vous voulez bien, en vous posant une série de questions auxquelles nous vous demandons de répondre par oui ou non. La Chine est-elle une menace pour l'Union européenne? Oui ou non? Non. La Russie est-elle une menace? Non. Selon vous, est-ce qu'on gaspille de l'argent en étant obligé d'aller à Strasbourg tous les mois? Oui. Bernie Sanders serait-il un bon président des États-Unis? Oui, c'est clair. Selon vous, l'activité de Facebook devrait-elle être plus encadrée? Oui. Pensez-vous que Julian Assange devrait être extradé pour être interrogé? Non. La Russie devrait-elle rendre la Crimée? Je ne sais pas, car c'est une question qui concerne la population elle-même. Je crois qu'ils devraient organiser un nouveau référendum. Et enfin, les trottinettes électriques, vous aimez? Oui ou non? Oui? Vous avez déjà essayé? Non. Passons à notre rubrique « Vous l'avez dit ». Voici un extrait de votre intervention lors du débat de Maastricht de Politico. Pour les banquiers et les courtiers de Francfort et de la City de Londres, la dernière crise économique n'est plus qu'un lointain souvenir. Mais pour les Européens qui ont payé le prix de la crise, avec des millions et des milliards d'euros de mesures d'austérité, ces conséquences sont encore là. Les responsables politiques à Bruxelles ont toujours fait passer les intérêts des banques et des entreprises avant ceux des citoyens. Et je ne suis pas quelqu'un d'introduit à Bruxelles comme ces messieurs présents ici. Vous n'êtes pas quelqu'un d'introduit, c'est intéressant. Mais le problème n'est-il pas, beaucoup s'accordent à le dire, que les politiciens de gauche adorent taper sur les banques? Pourquoi adorez-vous faire ça? Eh bien, comme je l'ai dit, pendant la crise économique en 2008, nous avons sauvé les banques et différents fonds. Et pour les sauver, nous avons pris de l'argent auprès d'autres banques et d'autres fonds. Ce qui a tellement appauvri les budgets nationaux. Et tout ce flux d'argent est passé de la périphérie au centre. Et des plus pauvres vers les plus riches. Donc nous avons sauvé les banques et aujourd'hui, elles ont oublié que nous les avons sauvées à l'époque. Nous avons dû recapitaliser nos banques en Slovénie. Et puis nous avons dû les vendre. Prenons une autre question dans notre public. Elle vous est posée par Clara Ouin, également de l'Université libre de Bruxelles. Clara, que voulez-vous demander à notre invité? J'ai une question qui concerne la politique migratoire. Selon vous, la politique migratoire de l'Union européenne respecte-t-elle les droits fondamentaux des migrants? Non, pas du tout. L'Union européenne échoue sur ces notions d'humanité parce que des milliers et des milliers de personnes perdent la vie en traversant la mer. Et nous ne faisons que construire des murs et vendre toujours plus d'armes. À l'heure actuelle, il y a dans le monde assez d'armes pour détruire 5 fois notre planète. Et là, on pourrait parler des objectifs de développement durable. Et nous produisons et vendons toujours plus d'armes. Que feriez-vous pour les migrants?
Tout d'abord, nous devons nous attaquer au problème à la source et mettre un terme aux guerres. Mais pour ceux qui sont déjà ici, eh bien, nous devons nous efforcer de leur donner des cours de langue et les intégrer le plus vite possible dans nos sociétés. mais quand certains pays ne veulent pas les accueillir, vous savez bien que certains ne veulent pas les laisser entrer sur leur territoire. Comment obtenir de la part de l'Union européenne cette solidarité que beaucoup aiment évoquer? Comment résoudre cette question? C'est un problème majeur parce que les migrants sont ballottés d'un pays à l'autre. Oui, eh bien, nous devons avoir une stratégie commune parce que l'Union européenne n'est pas un supermarché dans lequel les pays viennent et prennent ce qu'ils veulent. Il faut partager des responsabilités, mais aussi des valeurs. Vous disiez vouloir mettre un terme aux guerres. Oui, absolument. Mais comment allez-vous faire? Grâce à la diplomatie, bien entendu. La diplomatie, dans de nombreuses situations, n'a servi à rien jusqu'à maintenant. C'est pour ça que certains conflits ont duré plus de 10 ans. Je ne vois pas comment la diplomatie à elle seule peut stopper les guerres dans des pays comme le Yémen, la Syrie ou la République démocratique du Congo. Je vais vous poser une question. Pourquoi l'Allemagne et la France veulent-elles exporter de nombreuses armes et gagner de l'argent sur la misère d'autres populations? Elles peuvent exporter de bonnes choses à la place. Elles peuvent construire des usines. Et ensuite, nous pourrions faire de la diplomatie. Ok. Et quand c'est la Russie qui exporte ses armes? Eh bien, je vous fais la même réponse. Les responsables politiques de gauche, les socialistes, les communistes, diront toujours « Peu importe ce que fait un gouvernement, s'il est de gauche, alors il faut le laisser tranquille ». Le Venezuela en est un exemple parfait. Si c'était un gouvernement de droite qui faisait ça à son peuple, vous seriez la première à dire que c'est scandaleux. Mais comme il est de gauche, vous dites que l'Union européenne doit rester en retrait. Non, pas du tout. L'Union européenne doit toujours rester en retrait. Mais permettez-moi de poser votre question dans l'autre sens. S'il s'agissait d'un gouvernement de droite, et en particulier d'une personne soutenue par Donald Trump, alors il n'y aurait aucune sanction à son encontre. Et ceux qui détiennent quantité de pétrole et d'or ne mourraient toujours pas de faim. En revanche, il y en a d'autres qui ont faim à cause des sanctions américaines. Pourriez-vous répondre par oui ou non avant que nous passions à une autre question? Selon vous, une intervention de l'Union européenne n'est pas envisageable dans tous les cas? Non. Non. Alors avançons, nous avons une autre question de Kim en Allemagne. Écoutez. Si vous devenez présidente de la Commission européenne, qu'y a-t-il dans votre programme pour les jeunes, des choses qui ont un impact sur les prochaines générations? Nous proposons un New Deal vert pour l'Union européenne qui permettra d'investir dans l'économie verte et d'alimenter des fonds pour les infrastructures durables et pour la recherche. Grâce à cela, nous éviterons une nouvelle crise financière éventuelle en Europe. Parce qu'on sait, par exemple, que la Chine, un pays qui se développe très vite, ne connaît pas de crise financière parce qu'elle investit. Ce dont nous avons besoin, ce n'est pas d'austérité, mais d'investissement. Pourquoi, selon vous, depuis la crise dont vous avez beaucoup parlé, les électeurs, en particulier dans les catégories populaires, semblent se tourner plutôt à droite et non à gauche? Comment l'expliquez-vous? L'histoire se répète et nous devons tirer les enseignements du passé, où nous devrons de nouveau nous y confronter. Au siècle dernier, dans les années 30, c'était la même chose. Il y a eu d'abord la crise économique, puis la Seconde Guerre mondiale, parce qu'il y avait tellement de frustration et de colère au sein des populations, parce que beaucoup de gens n'arrivaient pas à s'en sortir, tandis que certains étaient extrêmement riches. Lors de la dernière crise économique, pendant qu'on se serrait la ceinture, le nombre de milliardaires a doublé.
Donc l'extrême droite gagne des points auprès de ceux qui ont le sentiment qu'aujourd'hui, la mondialisation libérale les a laissés de côté. Merci beaucoup. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous dans 2 semaines pour une nouvelle émission ici sur Euronews. Nous accueillerons Guy Verhofstadt, un des candidats de l'Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe. Et merci à notre public. Merci évidemment Madame Tomic d'avoir participé à cette émission. Merci de votre attention. Bonne soirée.